Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. En attendant que le Suzuki soit prêt à rouler, aujourd'hui je vous propose un film, celui de mon aventure avec le Nissan Patrol GR Y60, de sa livraison par Maxime Rochaud jusqu'à aujourd'hui, toutes les modifications, la restauration que j'ai entreprise sur ce 4x4, puisque dernièrement j'ai publié sur mon compte Instagram, que je vous remets juste en bas de votre écran, un réel qui retraçait toutes les modifications que j'ai fait sur le Patrol, et le réel il a dû faire 600 000 vues, plus de 10 000 j'aime. Vraiment merci encore à vous pour votre soutien. Donc aujourd'hui c'est parti en version longue, à peu près 1 heure, je vous laisse sur ce film. Vous allez voir, j'étais un peu plus jeune en début de vidéo. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je devais vous la faire, la présentation de mon Nissan Patrol GR Y60. Donc il est de 1996, couleur biton, donc du noir et du gris, bien sûr en peinture Raptor. Ça évite tout ce qui est branchage, etc. de rayer la peinture. Bon bah maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour. Allez, c'est parti. Allez, go s'amuser. T'as vu comment il est parti du cul, il drift avec l'air qui est un peu bougé. Je vous fais écouter un petit peu le son. De l'aile, sachant que moi la boîte à air donc elle est juste ici, et pour rappel j'ai pas une boîte à air de Nissan Patrol mais j'ai une boîte à air de Toyota Hilux, et là, en fin de compte il va falloir venir le scotcher pour qu'il ne bouge plus. Voilà, on va juste vérifier que ce soit bien les bons trous. Donc ça c'est tous les trous que je vais devoir faire. Bon, déjà je vais monter toutes les petites vis. Je peux pas vraiment le présenter à fleur de l'aile pour me rendre bien compte, mais normalement ça devrait le faire. Hein. Tac. Bon, au final c'est pas si mal. Ne pas ton cul à la caméra. Ne pas ton cul à la caméra. Donc là on va mettre une couche d'anti-rouille, là où on a fait les trous, donc à l'extérieur mais également à l'intérieur de l'aile, histoire de bien protéger. C'est ça que tu veux? Ouais, merci. Bon, c'est un vieux pinceau mais il fait encore le taf, je l'ai nettoyé. Tiens, et tiens, te salis pas, c'est de l'anti-rouille. Heureusement que tu fais pas tes ongles comme ça. Ah, là où il y a les petits trous, ouais, si tu arrives par en dessous quand même, histoire de bien le protéger. Je censure. T'as censuré? Là je censure, hop. T'as éteint? Non, j'ai zoomé. Ah, tu sais. Bon, à présent, ce qu'on va faire, c'est préparer la petite platine qui va venir tenir la cheminée du schnorkel. Donc là, vous avez ici la plaque, protégée par un petit plastique 3M. Et donc, ça va venir se fixer juste ici, hop, avec ces deux écrous. Bon, et bien là, le manchon est installé de ce côté. Je vais essayer de le coller du coup avec la colle à joint. Bon, là, pour assurer l'étanchéité, je vais vraiment gaver. L'idée, c'est d'aller brancher ça à la boîte à air. Voilà. Youhou. J'essaye. Non, Ah, c'est bon. Voilà donc le treuil avec ici la partie faisceau, donc c'est pas un câble métallique sur celui-ci, je ne préfère pas puisque ça a tendance à rouiller ou même à s'effilocher. Ici l'écubier qui est fourni avec, donc c'est vraiment un kit complet. Juste ici on a les deux télécommandes. Par contre je vais devoir faire sauter donc la plaque, forer les rivets, la détacher. La plaque elle vire, le moment que j'attends avec grande impatience. Je vais remettre un coup d'anti-rouille, ça lui fera pas de mal. Donc là j'ai reçu la nouvelle batterie, l'ancienne. Bon, moi le bac à batterie il a l'air propre, c'est pas l'heure de jouer. Tac. Hop, ça vient. Donc là il faut que j'arrive à dénuder. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais que oui. Ça là, les deux écrous à resserrer. On va prendre le câble en étau. Je vais bien venir l'écraser, histoire d'être sûr qu'il ne se barre pas. Voilà. Donc
Ça ne devrait pas bouger non plus. Et donc pour vous expliquer ce qu'on a fait hier, eh bien tout simplement on a avancé le pare-choc pour ne pas avoir besoin de découper ma calandre. Je voulais pas la couper. Et comme le treuil en fin de compte, à quelques millimètres près, il venait taper dans la dernière rangée là, de la calandre, eh bien on a eu l'idée d'avancer tout simplement d'un trou, donc de repercer des trous ici derrière dans les supports, que j'en ai profité également pour peindre comme vous l'avez vu. Eh bien on a juste avancé le pare-choc et normalement je me suis mis debout dessus avec mes 90 kg plus le poids du treuil, ça devrait être assez costaud. Je vais quand même mettre des boulons de plus parce que là chaque côté du pare-choc était tenu par 2 boulons, alors qu'il y a davantage de trous là ici sur les montants qui sont pris dans le châssis. C'est bon, je reviens du magasin, donc j'ai notamment acheté un peu de quincaillerie et surtout le forêt, donc la fraise à étage, qui va nous permettre d'agrandir les trous de fixation pour le treuil. Par contre 84 € ça, ce tout petit bout de métal. Allez, c'est parti. Allez, le moment de vérité. Par contre, je suis content, il démarre quand même vachement mieux depuis que j'y ai mis la nouvelle batterie. Je vais également profiter de cette vidéo pour vous montrer les 2-3 accessoires que j'ai achetés pour le Patrol. C'est des manilles 2 tonnes et là vous allez voir la différence avec les manilles vendues par mon pote le jour et la nuit. Donc celle-ci c'est une 4 tonnes, donc celle-ci c'est une 10 tonnes, celle-ci c'est une 12 tonnes, c'est en 3 mètres. Et celle-là en 6 mètres. Aussi, pour pouvoir se sortir de la galère et ne pas trop forcer sur le treuil, j'ai acheté une poulie de mouflage. Vous accrochez donc une sangle à l'arbre pour pas abîmer l'arbre. La sangle est renforcée, il y a des coussinets, enfin il y a du rembourrage. Comme ça, vous n'abîmez pas l'arbre sur lequel vous allez vous tirer. Vous mettez une manille, la poulie de mouflage et vous tirez. Comme ça démultiplie la force. Ça préserve le moteur du treuil. Ça, c'est sur Amazon aussi. Donc c'est un peu une pelle américaine multifonction. Donc là, elle est bien tranchante avec des dents. Ici, le décapsuleur pour la bière bien fraîche. Et puis ensuite, il y a les différentes rallonges qui se fixent. Tout simplement, avec moi, sous la coudoir centrale, j'ai la télécommande filaire. Il y a également 2 télécommandes qui sont non filaires, donc distancielles. Ici, vous avez de quoi brancher la prise. Et ici, vous avez tout simplement le out et le in. Donc le in, c'est pour qu'il embobine. Le out, c'est pour vous donner du mou. Et là. Voilà, donc il est quand même assez rapide. Le filtre à air, super, il a réussi à trouver un modèle qui est compatible avec ma boîte à air de Toyota. Il faudrait que j'accroche un panier dans le garage parce qu'avec le nombre de colis que j'ouvre, on a fuel filter, donc le filtre à gasoil, le filtre à huile, le capteur de pression d'huile tout neuf. Tout de suite, je vais aller faire un tour avec le Patrol, histoire qu'il monte en température, que l'huile soit plus chaude, plus fluide. Et ensuite, on va s'attaquer directement à la vidange. On va faire un call start. Je vais déjà commencer par démonter le filtre à huile qui se trouve juste ici. Ensuite, je vais ouvrir le capuchon sur le haut du moteur pour pouvoir faire un appel d'air. Et enfin, je vais dévisser ici le bouchon pour la vidange. Au cas où, j'ai été chercher une clé à filtre, mais je vais quand même essayer de le dévisser à la main. Normalement, ça devrait le faire. Alors, on va faire comme les pros, les petits gants en latex. On va mettre la bassine en dessous. Ah, je ne peux pas le dévisser vers le haut parce que je suis trop petit. Je pense qu'il va falloir utiliser la clé. Ensuite, je vais venir la serrer. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir le capuchon au-dessus pour faire un appel d'air. La clé à cliquer, alors là-dessus, ça a une douille de 14, il me semble. C'est parti pour vidanger le carter. Ne pas perdre le bouchon avec le joint. Alors, on peut voir que l'huile, elle est vraiment noire. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer 500 ml de nouvelle huile dans le moteur pour vraiment le rincer. Tac. Voilà, on peut entendre en dessous qu'il est en train de vidanger à nouveau. Je vais sacrifier une clé de 17. Alors normalement, il va falloir la tordre pour qu'elle passe. Ça devrait être assez, on verra bien. Un coup de dégrippant, ça va pas y faire du mal. Espérons que le WD-40 fasse effet. Bon, eh bien j'ai enfin réussi à la dévisser. Ici, on a la nouvelle. Vraiment léger pour la réinsérer. Et on va procéder au remontage. C'est bon, j'ai réussi à le remettre dans son pas de vis. Je
Je vais juste venir huiler le joint avec l'huile neuve et on va pouvoir le resserrer à la main. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir procéder au remplissage avec la nouvelle huile. Donc là c'est un bidon de 5 litres, le bidon neuf que j'avais pas ouvert. Je vais directement verser les 5 litres dedans. Maintenant je vais venir faire les 1,7 litre qui manquent. 1,7, je pense que là on est bien. On peut remettre le bouchon et ensuite je vais démarrer le moteur, le laisser tourner une petite minute et on va pouvoir venir faire le niveau. À présent, autour du filtre à air, il y a juste le papillon à retirer. Après, il y a 3 clips. Voilà. Là, on peut voir qu'il était temps de le changer. Le petit filtre tout neuf. On va pouvoir remettre le nouveau. Dernière étape, le filtre à gasoil, le déconnecter, le dévisser et le remplacer. J'ai le nouveau filtre à gasoil juste ici. J'ai une vis qui est foirée, j'arrive pas à démonter le support du filtre à gasoil. Je vais essayer avec la clé à choc. Ça y est, j'ai réussi à l'enlever, mais par contre le filetage était mort. Il va falloir que je retaraude ça plus tard. Pour l'instant, je vais le fixer juste avec un écrou ici, mais au moins je peux travailler et venir enlever le capteur juste en dessous avec une clé. Nettoyer en contacteur, ça ne fera pas de mal. Ça c'est bon, on va pouvoir retirer le capteur. Ah, même lui, il est bien sale. On va récupérer le gasoil dans le bac. Donc celui-ci, poubelle. Je vais venir mettre un coup de nettoyant frein. Pour pas que le joint sèche, je vais venir prendre juste un petit peu de gasoil et venir badigeonner le joint pour le remonter comme pour le filtre à huile. Je vais juste le serrer à la main. Je vais aussi pouvoir rebrancher le capteur et on va le reboulonner à son support. Je vais également en profiter pour venir changer mon amortisseur de direction, un bon gros amortisseur de direction renforcé, parce que là mon ancien du coup il perd de l'huile et puis les cylindres blocs là ils sont complètement bouffés. Donc je vais démonter ça, le changer et on sera bon. Donc déjà c'est du 14. Le problème c'est que le filetage il a été peint. Et normalement ça devrait aussi résoudre mon problème de tremblement à partir de 80 km/h. J'ai le patrol, enfin la direction qui commence à avoir des vibrations. Du coup je pense que l'amortisseur renforcé là ça va lui faire du bien. Là je vais venir retirer à la brosse métallique la peinture qui a été mise ici sur le filetage. Et ensuite il y a un système d'écrou contre écrou. Voilà, l'ancien amortisseur de direction est démonté, il fait la pompe à vélo. Là on peut les comparer au niveau diamètre, ça n'a rien à voir. Je vais le démarrer juste pour le laisser tourner un petit peu et reprendre le niveau d'huile. Ça y est, il a démarré impeccable. Il fallait juste ramorcer aussi le filtre à gasoil. Et là je vais le laisser tourner un petit peu. Et comme sous carton il n'y a pas de tache d'huile, si j'en vois c'est qu'il y a un problème. Ça va me permettre de vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Je vais essayer de regarder aussi au niveau du capteur de pression d'huile, voir s'il n'y a pas de fuite. Je vais regarder au carter. Tout me paraît bon. Et là on peut voir que le changement de sonde a été utile puisque là je suis bien à 4 bars au ralenti. Je vais laisser chauffer, lui mettre le plein et demain rando 4x4. Ah voilà, déjà le coulisseau il est sorti. Putain, il est bien gras, il y a de la saleté. Et bon, il va sortir sur la gauche maintenant. Et voilà. Enfin, et ben, quand on peut voir l'intérieur, c'est pas fameux. Ça y est, le piston est sorti, donc là on peut voir qu'il est quand même bien oxydé. Il y a vraiment de la crasse là sur le côté. Ça y est, j'ai enfin reçu mes nouveaux kits de réfection pour mes étriers arrière, puisque celui commandé sur Euro 4x4 Par, eh bien, il était en 68 mm. Donc c'est un kit qui correspond aux étriers avant. Je me suis trompé lors de la commande. Là, cette fois-ci, j'ai bien pris les kits qui correspondent aux étriers arrière, avec un piston cette fois-ci de 51 mm. Cette fois-ci, ça correspond bien. Et puis je l'ai pris en double, puisque quitte à travailler sur le même essieu, eh bien, autant repartir sur du neuf pour les deux étriers arrière. Donc on a bien sûr le nouveau piston. Ça fait plaisir de repartir sur du propre. Là, on peut voir que celui-ci, il avait bien morflé. Vous avez la pochette avec les différents joints. Donc ici, ça va être un joint pour le coulisseau, deux coulisseaux neufs. Celui du dessous de l'étrier, ça va être celui-ci avec les deux petites gorges. Celui du dessus, ça va être celui avec la simple gorge. L'autre joint pour le coulisseau. Et ici, on va avoir les joints. Donc le joint qui fait l'étanchéité entre l'étrier et le piston et le joint sous forme de soufflet. Par contre, j'ai ce clip en métal. Je ne sais pas où il va aller. Peut-être pour tenir ce joint-ci. Donc je vais voir au moment du montage. Par contre, dans ce kit-là, a priori, on n'a pas de nouveau purgeur. Je sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est là, le petit cerclage métallique. Donc il y en a bien à remettre pour venir tenir le joint. Voilà. Premier joint retiré et l'autre joint, il vient tout seul. Il est bien propre, les gorges ont été nettoyées. Alors maintenant la partie un peu plus stressante, le remontage du piston dans l'étrier. En premier lieu, c'est ce joint-là qui va se mettre dans la gorge la plus au fond. Je vais le lubrifier un peu avec du liquide de frein. Et là, il va falloir venir le pincer sans le faire glisser et le mettre au fond
Par contre, il faut être sûr de bien mettre le champ du joint pour qu'il fasse l'étanchéité. Normalement, là, ça devrait être bon. Alors, le piston, il va venir dans ce sens, dans l'étrier. La partie creuse au milieu, en direction des plaquettes de frein. Là, je pense que la rigole la plus étroite va devoir venir sur la tête du piston. Et donc, celle-ci, avec le clip en acier, dans la rigole la plus large ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il va falloir faire passer le coulisseau à l'intérieur du soufflet. Donc ici, le soufflet dans cette gorge-là. On va pouvoir venir revisser cette partie. Ça devrait plus bouger. Juste avant de remonter l'étrier, je voulais passer du nettoyant frein. Bon, les plaquettes au moins elles sont bonnes. J'espère juste qu'elles n'ont pas été glacées du fait d'avoir chauffé. Alors les plaquettes dans leur logement, ici dans le support. Alors je vais mettre un coup de papier de verre au cas où j'aurais glacé la plaquette. Donc elle aussi dans son logement. Il vient coulisser ici. Là il y aura le soufflet à repasser sur cette gorge là. Là j'essaye de vous rapprocher. On peut voir qu'il est bien mis juste ici. Là ça devrait rentrer. Il n'y a plus qu'à venir. Hop, resserrer ça. Ensuite il va falloir refixer la durée de frein. Donc là avec le joint cuivre que je voulais remplacer, mais du coup je vais mettre celui-ci puisqu'il n'y en avait pas au magasin. Et là la vis avec le trou qui permet de faire passer le liquide de frein. Ensuite une clé de 13. Normalement j'ai serré suffisamment pour que ce soit bien étanche et venir écraser les joints en cuivre. On va laisser un petit peu de temps qu'il agisse. Ah, ça y est. Ah, bonne nouvelle. Elle a quand même réussi à venir. Tac, je vais venir la nettoyer. Là, on peut voir que le bocal de liquide de frein, c'est celui-ci avec le couvercle à dévisser jaune. Donc, on va faire roue arrière droite, roue arrière gauche, roue avant droite, roue avant gauche. Celle qui est la plus rapprochée du mètre cylindre, c'est celle-ci, côté conducteur. Il faut mettre en pression le système continu. Là, encore. Voilà, donc, moi, je vais aller sous le véhicule pour aller dévisser la vis de purge. Mais je vais le remplir au max. En premier lieu, on va venir purger le répartiteur de freinage qui se trouve à l'arrière du véhicule. Donc la vis de purge est juste en haut. Là, j'ai déjà branché mon tuyau avec la durite, prêt à ouvrir. Il manquera plus qu'à mettre le système en pression grâce à la pédale de frein. Ici, j'ai mon bocal récupérateur dans lequel trempe ma durite pour pas faire rentrer d'air. Allez, on va purger le répartiteur. Ensuite, on passera aux étriers. Pas jusqu'au bout, pompe normale. C'est bon, stop et maintien vers le bas, tout doucement. Descends tout doucement. Essayez d'ouvrir. Il n'y a rien qui coule. Bon, et bien du coup, je dois avoir la vis de purge qui est bouchée puisqu'en fin de compte, elle coule pas par le tuyau que j'ai mis au bout de la vis, mais elle coule quand même. Le liquide de frein arrive au niveau du pas de vis, donc du filetage. Normalement, il devrait y avoir des trous ici pour pouvoir permettre au liquide de s'échapper là. Donc là, c'est bon, je l'ai nettoyé. Normalement, ça devrait marcher. Avant de remettre le système en pression et d'essayer de faire la purge, je pense que je vais d'abord contrôler toutes mes vis de purge. C'est bon, t'es en position? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Pas sauter. Bon, alors là, du coup, tu vas pomper comme tout à l'heure sur la pédale de frein plusieurs fois. Tu vas mettre en pression le système. Vas-y, stop. Maintenant, tu maintiens enfoncé. Ah, et voilà. Là, on voit bien les bulles d'air qui arrivent. Attends, faut que je vérifie au bocal s'il y a toujours du liquide de frein. La pédale durcie? Ouais. Ok, vas-y, maintiens. J'ouvre. Ouais, ça marche. Je referme. Repompe. Vas-y, tranquille, hein, t'appuies, mais tu pédales doucement. On n'aille pas bousiller le mètre cylindre. Vas-y, maintiens. J'ouvre. Donc les deux étriers arrière, là, ils sont purgés. On va passer aux deux étriers avant. J'ai juste vérifié avant que dans le bocal, on en a encore. Vas-y, si c'est dur, tu peux maintenir au bout. Ok, j'ouvre. Je ferme. Pompe. Ok, j'ouvre. Ok, je vois plus de bulles d'air. Tu veux maintenir en bout, là? J'ouvre. Ok. Bah là, la pédale elle est dure. Hein. La barre de direction, c'est celle-ci. Elle relie donc la direction aux roues avec dessus l'amortisseur de direction que j'avais changé par un terrain tameur. Et comme je vous le disais, sur celle d'origine, il y a ici des pattes de fixation pour venir le fixer qu'il n'y a pas sur cette barre Raptor 4x4. Voilà les deux fixations qui sont fournies avec le kit. Donc ici, un système de U avec des écrous freins. Alors là, il va falloir retirer la barre de direction ici sur son support. Il n'y a pas de goupille qui retient l'écrou. Par contre, là, il est bien grippé. Donc WD-40, brosse métallique. On va se prendre la clé de 22. Alors sur elle, il va falloir sauter la goupille d'abord. Sinon, j'ai ça. C'est bien, ça te fait gainer les abdos en même temps. Ouais. Moi, je vais m'occuper de l'amortisseur de direction, donc il faut que je le fasse sauter d'ici la patte de fixation. Là, j'ai mis la chandelle juste en dessous pour venir le soutenir. Ici, pas besoin, puisqu'il est pris sur la barre pont arquée derrière. Ah! Moi, je vais juste venir nettoyer ici. Donc là, je me mets sur la marque que tu as fait. Ouais, 2 tours.
Au moins on est tombé pile poil. Avec ici le logo pile en face. Quand là vous serrez l'écrou, il faut pouvoir voir le petit trou pour la goupille. Il est normalement juste là. Bon, du coup là j'ai réussi à passer ma goupille, donc j'ai serré à fond. Plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Donc là ensuite il faut venir resserrer les écrous sur la barre. Hop, voilà. 2200. Comme ça, tu sais, on aura le gabarit pour un peu. Ah, il faut que ça passe. Ouais, c'est bon, ça passe. Voilà, parfait. On va aller faire un petit tour d'abord pour fluidifier un petit peu l'huile, que le véhicule monte en température. Ça lui fera pas de mal, ça sera plus simple de vidanger les ponts. Il m'a envoyé de la 80-90, de la Minerva Oil, donc une huile de qualité puisque française. Au niveau de la quantité, vous allez avoir besoin de 5 litres 4 pour le pont avant et de 3 litres pour le pont arrière. Donc là, moi j'ai 10 litres, je vais pouvoir être tranquille. Je me suis également pris une seringue de 500 ml pour pouvoir faire le remplissage des ponts, ça sera plus pratique avec ça. J'ai un ami qui m'a conseillé de commencer toujours par le bouchon du haut, puisque si jamais vous arrivez à dévisser le bouchon du bas de vidange mais pas celui du haut, eh bien vous serez bien embêté puisque vous ne pourrez plus remplir votre pont. On va essayer avec la clé, mais ça passe juste ici avec l'amortisseur de direction. Il ne faut pas venir déformer l'empreinte. Il commence à venir. Ouais, surtout pas perdre le bouchon. Hop, on va bien mettre la bassine en dessous pour récupérer l'huile. Merde, le bouchon. Hop là. Ça, c'est une petite partie qui va être aimantée pour pouvoir accrocher justement toute la limaille, qu'elle ne traîne pas dans l'huile, parce que forcément des pièces en métal en friction, ça fait toujours un peu de limaille. Un petit coup de brosse métallique léger sur le filetage, ça évitera qu'il reste grippé le prochain coup. En plus là, dans pas longtemps, j'ai une sortie 4x4 là, le 24 novembre, donc là au moins les ponts, ce sera fait. Il ne restera plus que la boîte de transfert et la boîte de vitesse, puisque j'avais déjà fait l'entretien du moteur. D'ailleurs, je vous remets juste en haut une fiche qui vous renvoie vers la vidéo. Maintenant, on va s'attaquer à la caméra endoscopique, puisque juste avant de remettre le plein d'huile, eh bien j'ai envie de voir l'intérieur, l'état des engrenages. Bon, déjà le packaging bien présenté, la caméra elle est en protection avec ici la petite mousse. Ça m'a l'air quand même de bonne facture, de bonne qualité. Vous avez un revêtement ici en plastique qui agrippe bien. Là, on doit voir le chargeur en USB sortie type C. Donc là, pour la charger, vous avez juste à lever ici le petit loquet pour pouvoir venir la charger. Ici, on va avoir inséré une petite carte mémoire puisque vous allez pouvoir enregistrer ce que vous filmez avec. Là, on va avoir le câble avec la partie caméra. Donc c'est un câble de 5 mètres de long. Je pense qu'ici, il faut tenir le petit loquet, insérer la caméra et relâcher le loquet qui vient la verrouiller. Et la tête avec ici la caméra. On va avoir ici différents petits crochets qu'on va pouvoir venir visser directement ici sur le pas de vis de la tête. Donc là, nous, ça ne va pas être utile. Mais par exemple, si vous voulez regarder chez vous un siphon qui serait bouché ou autre, eh bien, vous allez pouvoir passer la caméra et en plus, essayer d'agripper, par exemple, les cheveux ou la saleté qui viendrait boucher, obstruer la canalisation. Alors, pour la démarrer, on va avoir ici le bouton power. Et là, on peut voir qu'en plus, elle est éclairée au bout. Maintenant que je me suis entraîné et que j'ai pris la caméra en main, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'intérieur du pont pour voir son état. Voilà, juste avant, je vais allumer la lumière. Donc là, j'ai bien la lumière qui est présente. Je relance mon enregistrement. Donc là, on peut voir que ça commence à enregistrer juste ici. Et maintenant que le pont est bien vide, on va pouvoir introduire hop, la caméra. Le bouchon du bas, donc c'est celui avec la partie ici aimantée pour la limaille. Et là, ce qu'il faut, c'est le remettre bien en face du pas de vis. Ah, t'as vu comment c'est dur? Voilà. Ah, c'est bien beau de se moquer, mais là, je vais essayer de viser l'entrée du pont. Oh putain, et c'est vachement dur. Évite de faire ça avec ton écharpe Gucci, s'il te plaît. Ah oui. Allez, troisième seringue. Cette fois-ci, j'ai un peu plus de quantité. De toute manière, on répète la même opération jusqu'à ce que ça déborde par le bouchon du haut. C'est comme ça qu'on sait quand c'est plein. Hop. Voilà. Ça y est, je viens de passer un bidon
On attaque le deuxième. Et ça y est, j'ai enfin compris comment marchait la seringue pour vraiment la remplir jusqu'en haut. Hop. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir la pression au lieu de faire par à-coup comme je faisais. Maintenant, je coince le bidon dans les pieds. Voilà, donc là, il faut tenir. Et l'huile monte progressivement toute seule. Bon, par contre, à tenir, c'est pas évident. Donc là, cette fois-ci, au moins, j'ai 500 ml. Ça ira plus vite. Tac. Bon bah ça y est, j'ai passé 4 litres, il reste encore 1,4 litre à faire, mais la petite pause café quand même. Ce matin j'ai eu Maxime là sur Insta qui m'a dit que j'allais justement galérer avec la seringue. Bah il avait raison, il va falloir que je travaille un petit peu le cardio parce que à faire c'est physique. Bon je termine le café, on met les 1,4 litre, on remet le bouchon, on le ferme et ça sera fini pour le pont avant. Hop, j'ai les animaux derrière qu'on fait en plus. Alors donc cela c'est fait, on va en rouvrir un. Tac. On peut en foutre partout. Le pont est en train de déborder, c'est qu'on a le niveau. On peut voir que l'huile elle est juste ici, à fleur du pas de vis. On va pouvoir remettre le bouchon, essuyer tout ça pour que ça fasse propre. On va s'attaquer à la vidange du pont arrière cette fois. Même procédure, je vais venir nettoyer ici les empreintes. Ça y est. Ah putain. Hop. Ah, fais gaffe, il va te sauter dessus. Bon, j'y pensais plus, mais j'ai une déboulonneuse plus puissante. Donc, je vais essayer avec celle-ci. Je vais décaler ça. Ça marche pas non plus avec celle-ci. On va essayer la clé. Hop. Pareil, je vais procéder au nettoyage des bouchons. Là, on peut voir que sur celui-ci, avec la partie aimantée, on a également toute la limaille. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Un coup de brosse métallique aussi sur le filetage. On va remettre le bouchon de vidange. Ça y est, le pont arrière est plein. On peut voir que l'huile, elle est juste ici. Elle est en train de déborder. On va pouvoir refermer le bouchon du haut. Un coup de clé. Pour rappel, les barres poires, en fin de compte, elles le servent, elles sont fixées sur un point d'accroche au niveau du châssis et sur un point rigide au niveau du pont rigide pour guider, en fin de compte, le pont latéralement pour éviter qu'il se décale par rapport à la caisse. Bon, elles sont assez lourdes, au moins c'est signe qu'elles sont quand même renforcées. Donc ça, c'est la barre poire avant, puisqu'en fin de compte, celle-ci, elle va être coudée pour laisser passer le pont et surtout ici, vous avez la patte de fixation pour venir mettre l'amortisseur de direction. Il y a le système pour venir les régler avec 2 écrous et la barre poire arrière qui, elle, pour le coup, va être totalement droite, vraiment de la pièce de qualité, bien lourde. Les cylindres blocs qui sont neufs, ça va faire du bien, ça va limiter aussi les tremblements. Et voilà, ça de côté. Je vais d'ailleurs ranger les fixations de l'amortisseur avec l'amortisseur. Bon, je pense que je vais devoir virer la barre de direction. Et voilà, l'axe est sorti. Ici, vous avez un petit argot qui vient sur le support, justement sur le châssis, se prendre derrière. La barre poire est retirée, donc elle a fait son temps. Donc là, je vais mettre côte à côte pour dégrossir le réglage, essayer déjà de la mettre à la bonne longueur, sachant que le réglage de toute manière se fera une fois monté sur le véhicule. Voilà, donc là je l'ai présenté avec l'axe juste derrière. Bien remettre l'argot ici, qui vienne embuter. Là normalement ça devrait être bon. Donc là je vais juste venir au contact, parce qu'il faudra serrer une fois que tout est réglé à la clé dynamométrique. Pareil sur l'axe qui est fixe du coup sur le pont rigide, je vais déjà venir le nettoyer un petit peu à la brosse métallique. Et là du coup je vais venir la présenter. Plus qu'à remettre pareil l'écrou et la rondelle. On va pouvoir remettre la barre de direction. Hop. Retirer la barre de l'axe. Plus qu'à retirer l'axe. La barre poire est retirée. On va venir prendre la nouvelle poire arrière. Et là, je vais pouvoir venir la desserrer d'1 centimètre. Donc voilà la barre poire arrière de montée. Prochaine étape sur le Patrol, ce sera le kit suspension. Là, ils sont bien attaqués. On va pouvoir à présent prendre le mètre, une règle, et vérifier l'écartement des roues. Et si jamais ça ne correspond pas, on va pouvoir régler tout simplement en dévissant ou en resserrant cette partie-là. Là, a priori, j'ai 58 cm. 58 cm, donc on est bon. Allez, tout de suite, on va monter le Patrol sur le pont et on va attaquer le travail.
ça. Ça, c'est mes durettes de frein, ça. Ouais, C'est pour ça qu'il faut que je mette de la durite aviaire allongée. Outil de persuasion. Monte pneu. C'est sûr, par contre, je le comprime, mais il revient pas dans sa position. Là. Ouais, il remonte un chouï quand même. Ouais. Bon, il a fait son temps, lui. Oui, après, il va falloir régler les pans rares. Oui. Bon, l'arrière déposé. Bon, par contre, les gars, je viens de m'apercevoir au montage et après un énième café que je ne vous avais pas précisé qu'on n'était pas garagiste professionnel et que c'était un garage privé, un atelier privé. Donc voilà, juste petit disclaimer, on y retourne. On va pouvoir procéder au déballage des colis, voir ce qu'il y a dedans. Bon, voilà, c'est bien emballé. Et de 1. Donc ça, les ressorts arrière et ça, c'est l'avant, les amortisseurs. Ça, c'est ceux avant, puisque c'est un modèle tige-tige. Donc ça doit aller à l'avant. Et avec, on a ici toutes les coupelles, les cylinder blocks. Je vais juste vous montrer un amortisseur arrière pour comparer. Donc là, cette fois-ci, on a des œillets en haut et en bas. Et pareil, dans la boîte, vous avez tout le nécessaire, là, les petites coupelles, pour venir ici le prendre en sandwich avec les cylinder blocks et les fixations. Donc c'est parti, on va monter tout ça. Ah, j'ai mal au genou. On va comparer avec les anciens. Donc ça, c'est l'arrière. Et si on va être plus haut. Hein. Tu chopes le plat il est là. Hop. T'as un sens. Ok. T'as un petit départ. T'as un sens à respecter? Ah, ton ressort, il doit être embuté sur l'espèce de gorge là. Ça doit correspondre à là. Ok. Zag. On va essayer de le passer correctement dès le départ. Ouais, là, il descend. Pour le remettre sur son axe. Ils sont quand même balèzes. Hein. J'arrive pas à faire le tour avec mon poing. Je vais mettre le deuxième en place. Je le mets déjà par l'intérieur. Je le passe là. Ok. Tac. Hop. Donc là, hop. Hop, là, je mets la coupelle, l'écrou. On serre tout définitivement après. Hein. Du coup, là, je vous ai mis les deux amortisseurs avant à côté. On peut voir qu'il n'y a pas besoin des cales en plastique de 5 cm, puisque là, le nouveau, il est largement plus haut. Hein? Bah, je pense. Hein. Là. Et j'ai pas envie de foirer ta douille, tu vois. Non. Ouais. Tac. C'est bon. Ah, c'est chaud. Ah, j'ai l'impression d'être un vrai mécano avec ça. Ah, lui, il faut qu'il aille vers l'avant. Ouais. Je pousse derrière. Non, tu étais bien placé. Attends, ce que... Bah, il glisse au dernier moment, tu sais. Foiré. Ah! Là, tu fais gaffe. Tu vas comprimer leur sort. Il va pas me sauter dans la gueule? Je suis protégé là? Bah, reste pas devant, ouais. Ah oui, donc il saute pas non plus. J'imaginais une détonation, moi, un truc. C'est du 16? 19. J'ai 18. Ouais, bah le 19 il est à l'intérieur. Il est là. Ah, t'as deux tailles différentes sur la clé cliquet? Ouais. Ouais, j'ai pas ça, moi. Eh. Ah, c'est que le patron, il est haut, je suis sur la pointe des pieds. Bon, un amortisseur avant de sortie. Non, il reste bloqué, lui. Hein. Tu peux pas le compresser, là. Un outil. Ah, donc là, tu me laisses galérer pour rien. Oui, je me suis dit, normalement, t'as un outil là qui vient le choper en étau. Ouais, mais... Il y en a qui font ça à la sangle. Ouais, bon, alors la sangle, ça suffit bien. Hein. Pareil au sol, parce que si ça saute, ça. Ça va péter. Ah bah là, oui. J'adore ce même. Donc là, on va utiliser des morts pour venir comprimer le ressort et réussir à le passer.
Vu comme on a du mal à les comprimer, c'est que là on est sûr d'être sur de la bonne qualité et du renforcé. Il en manque encore un peu, puis on avance que par quart avec ça. Ça y est, il est passé. Oh. Il veut pas? Non, allez, Tourne. bon, tu vas faire les morts. Tu vas les mettre en place. Avec ces trucs là, faut pas être pressé. Ça peut payer. Oui. Là les chouilles. C'est ça, j'ai oublié. Là tu penses qu'on peut regarder? On va aller présenter ça. Donc là c'est le plus fin de ce côté-là. On va pouvoir libérer les amortos. Putain, j'ai l'impression d'en avoir une grosse. Bah non, normalement YouTube ils censure pas ça. C'est pas des gros mots. Si t'avais même le diamètre là par rapport à l'autre. Donc celle-ci en première où il n'y a pas de jeu là. Voilà. Après, Le cylindre bloc. le centrage. Ah c'est celle de centrage parce que ici t'as l'espèce de petite gorge là Ouais. qui va aller sur le patrol. Le sticker côté extérieur. Tac. Donc là en haut en premier. Petite rondelle dans ce sens-là. Après je mets le cylindre bloc. Après ma rondelle de centrage. Là je comprime. Hop. Voilà. Je commence par le bas. Bon, lui il est installé. Ah là dans le chemin. La base du cul. Ouais, il est plus haut. Ah il est moins raide. Donc j'ai pris le flexible d'embrayage tout neuf, l'émetteur avec le mètre cylindre à l'intérieur et le réservoir pour le DOT 4. Et ici on a le récepteur. Comme je vous le disais, ma pompe à vide elle est juste au bout ici de mon bloc et elle a pour effet d'assister le système de freinage. Donc là avec le Master Vac, réservoir de DOT 4, le mètre cylindre qui est juste en dessous. Et ici on a le système d'embrayage, pareil, Master Vac, réservoir avec le mètre cylindre juste en dessous. Donc ça on va venir le remplacer. Ah, c'est génial. Et ça vient tout seul, c'est parfait. Je vais appuyer dessus en même temps en plus. Là tu reconnectes le tuyau origine. La vis de purge fonctionne. Hop, allez, c'est fini. Maintenant qu'on a changé le récepteur, on va s'attaquer au changement du flexible. On va déconnecter également l'autre côté. On va pouvoir remonter le flexible. On a nettoyé au préalable ici la patte. Et du coup, il faut passer l'argot dans l'espèce de petit renfoncement. Et ensuite mettre la graffe pour le bloquer. Là, c'est bon, elle est remise. Comme ça, il ne peut plus reculer, lui. On remet le tuyau rigide de l'autre côté. Ça y est, on vient de remettre les deux raccords. Il n'y a plus qu'à serrer avec la clé à tuyauter. Ça y est, il est venu. On va pouvoir installer le neuf. T'as vu l'état dedans? Il va falloir mettre un coup de nettoyant frein aussi. Ça y est, on a terminé le remontage. Donc on a vraiment juste mis une petite pellicule de graisse pour faire l'étanchéité, pour éviter la condensation. Là, on va pouvoir remplir le bocal de DOT 4. Je vais mettre en pression le système. Je maintiens, ouvre. Donc là, il y a Ben en dessous qui ouvre la vis de purge pour chasser l'air. Bon, et bien c'est réparé. La pédale est devenue molle comme à son habitude. Le patrol fonctionne bien. Toutes les vitesses passent.
On va procéder ensemble aujourd'hui au remplacement du roulement de roue, des roulements de pivot supérieurs, inférieurs, aux joints speed pont, mais également aux joints racleurs, à tous les joints et joints racleurs des bols de chaque côté. Juste avant de vous présenter le matériel utilisé, un petit disclaimer pour vous dire que je ne suis pas un garagiste professionnel et que ce n'est pas la procédure officielle. C'est simplement un petit bricoleur amateur qui fait sa mécanique sur son 4x4. Ceci étant dit, je vous présente le matériel. Au niveau du matériel, je me suis pris d'abord ici un kit de réfection de chez Terrain Tamer. On a ici les différents joints avec notamment les joints racleurs, les joints spi, ici les différents roulements. Donc ça, il y en a 4, c'est les roulements de pivot. Là, à mon avis, dans les grosses boîtes, on a le roulement de roue qui va être le plus gros. Ici, les joints et là, le roulement avec la cage, donc x2 puisque je vais faire les deux côtés. J'ai pris de la graisse au lithium. Je me suis repris également 6 litres d'huile de la Minerva Oil, huile française 80-90, ça c'est pour le pont avant puisque je vais refaire la vidange. Maintenant que le bouchon de remplissage est ouvert, ça va faire un appel d'air et on peut s'attaquer au bouchon ici de vidange. Vous pouvez gratter l'empreinte si jamais il y a trop de terre ou trop de merde dedans. Lui par contre, bien serré. Ça y est, j'ai réussi à dégripper le bouchon de vidange. Il y a de l'eau qui est en train de s'écouler. Hop là. Bon, bah c'est bien de la mayonnaise. Là, je vais le nettoyer et voir s'il n'y a pas de la limaille aussi sur la partie aimantée du bouchon de vidange. Petite astuce aussi quand vous faites vos vidanges de pont, faites quelques kilomètres avant, comme ça l'huile laissera chaude et ce sera plus facile à la vidanger. Donc on va le laisser faire, on va pouvoir lever le patrol. Bon là, je me suis pris sur le tirant, c'est pas vraiment safe. Et le problème c'est que après, sinon j'arrive pas à mettre la chandelle à côté. Donc, je vais le lever comme ça, assez pour faire décoller la roue et pouvoir la retirer. Avant de venir sortir la roue, j'ai vu qu'il fallait mettre le moyeu ici en position lock. C'est une douille de 21. Tac. Basculer, voilà, sur lock. Hop. Maintenant que la roue est retirée, on va pouvoir s'attaquer au démontage de l'étrier de frein. Donc là, c'est du 18. Là, j'ai du mal, c'est à passer la clé pour pouvoir démonter la partie inférieure de l'étrier. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord chasser ici la rotule et la barre d'accouplement. La rotule, elle est sortie. Maintenant, je vais pouvoir accéder à l'écrou inférieur de l'étrier. Bah, je me demandais pourquoi ça freinait pas. Je crois que j'ai ma réponse. Donc ça, je vais l'accrocher juste en haut pour pas forcer sur la durite avec une petite corde. Maintenant que l'étrier est retiré, il faut retirer le support de l'étrier. Le support d'étrier doit être pris sur cet écrou-là et en bas sur celui-ci. On va pas perdre la petite bague. Et de deux. Donc là, normalement, le support vient. Bon, on peut voir son état rempli de graisse. C'est pour ça que ça freinait pas. Maintenant que l'étrier est sorti, il faut déconnecter la barre de direction. Retirer la petite goupille. Je vais venir la caler pour pas forcer sur la rotule. Bon, et bien le temps de prendre un petit café odeur huile de vidange, j'ai fait un vocal à un copain pour lui demander s'il avait une astuce. Je crois qu'il m'a répondu, donc on va écouter ça. Un grand tournevis pour bloquer dans ton disque au sol et j'ai un petit bout de tube pour les bloquer. Ok, donc je crois que j'ai compris. Donc tournevis auquel je tiens pas, je viens dans la rainure de disque pour venir le bloquer. Il va encore falloir forcer comme un bourrin. Le problème c'est que j'ai pas de tube creux pour pouvoir venir faire levier. Enfin, rallonger le bras de force. Ah. Oui. Bon, et de 1, plus que les 5 autres. Et aussi, je ne vous ai pas précisé comment on sait quand on a les joints à faire. Bah ça, c'est facile, c'est que vous avez de la mayonnaise dans le pont. Mais surtout, au niveau des roulements, c'est quand vous avez des tremblements au niveau de la direction de votre volant, notamment à partir d'un certain km/h, quand le véhicule se met vraiment à trembler. Une des pistes, c'est que les roulements, justement, sont morts et qu'il faut les remplacer, que les rouleaux ont marqué les cages. Donc là, on va voir si c'est le cas. On va pouvoir sortir le moyeu. Ouais, bon, dedans, c'est pas du joli. Je vais mettre un coup de nettoyant frein pour y voir quelque chose. Ce côté-là, il est fait, il est sorti de la gorge. Je suis déjà pas doué avec des baguettes chinoises, alors 2 tournevis. Bon, avec un peu de patience, j'y suis arrivé. Je l'ai sorti de la première gorge, que je la fasse coulisser jusqu'au bout et que je passe ici la seconde gorge pour la retirer. Ça y est, j'ai réussi à la retirer, à passer la seconde gorge. Je vais pouvoir retirer cette partie. Là, on peut voir qu'il y a encore différentes bagues. Et ici, sur ce qui maintient le roulement de roue, il y a une petite vis à venir dévisser là. Et ensuite, il faut un outil spécial que j'ai commandé chez mon partenaire Euro 4x4 Par. Le problème, c'est qu'il y a un problème dans les délais de livraison. Donc, je ne l'ai pas reçu à temps. Donc là, je vais juste essayer avec un tournevis plat à taper dessus pour venir la desserrer et pouvoir retirer ensuite le disque. Là, il vous faut une clé de 7 et de 2. Là, je pense qu'il va d'abord falloir taper sur cette bague-là pour la desserrer et ensuite retirer la grosse derrière qui maintient le roulement de roue.
Oui, bon, t'as pondu, on le sait. Voilà, technique du tournevis marteau. On va voir si on arrive à desserrer. Ensuite, on va pouvoir la sortir. Voilà. Ensuite, on a ici la partie qui va venir maintenir le roulement de roue qui se trouve derrière. Et c'est surtout sur cette partie-là, du coup, qu'on avait besoin de la clé à ergot au moment du remontage pour pouvoir serrer au bon couple. Là, le problème, c'est qu'on va devoir le faire au tournevis, donc plutôt, entre guillemets, à l'instinct. Normalement, cette partie-là se serre au couple pour justement que la roue soit ni trop lâche, ni trop bloquée. Au moins, si un jour je suis en rallye raid et que je dois faire ça au milieu du Maroc, dans les dunes, je saurai comment le faire. C'est ça qui est bien de pratiquer sur son propre 4x4, même quand on n'y connaît rien et qu'on est complètement débutant, c'est qu'au moins on apprend et on voit comment ça marche, comment c'est fait. La bague qui tient mon roulement de roue. Quand ma femme elle va chercher les microfibres pour faire le ménage, elle va voir la vidéo, elle va m'insulter. Ce que je vais faire aussi, c'est qu'au fur et à mesure du démontage, je vais me disposer ici tous les éléments que je démonte, en indiquant du coup ce que c'est, et surtout quand j'ai besoin de connaître les positions, notamment au niveau des bagues 1, 2, 3. Comme ça, avec un marqueur, je vais tout me noter. On va poursuivre le démontage. Là, il faut que je retire cette partie-là. Donc j'ai différents écrous à dévisser. Au moins, petit à petit, on refait le patrol propre. Normalement, il devrait bientôt y avoir un kit freinage pour venir remplacer l'ancien. Faut que je me trouve aussi, c'est des durées de frein aviation rallongées. Je crois sur les Patrol 61, il y a même un système d'ABS aussi qu'il faut déconnecter. Donc ici, il y a une espèce de petite plaque à sortir. Maintenant, je vais pouvoir libérer la fusée. Bon, on peut voir à la mayonnaise qu'il y avait vraiment toute la flotte qui passait dedans. On peut sortir le demi-arbre. Là aussi, il y a des marquages de rouille, c'est qu'il y avait de l'eau. Pour toucher l'appareil photo et vous faire les plans, là, c'est pas évident. D'ailleurs, si la vidéo elle vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker, surtout à vous abonner. C'est gratuit, c'est très important. C'est ce qui pousse l'algorithme à montrer les vidéos. Donc si elle vous est utile, n'hésitez pas à me soutenir. Là, ça va être sympa à nettoyer ça. Et du coup, le joint de speed pont, il est tout au fond. Il va falloir maintenant démonter les pivots, le supérieur, l'inférieur. Là, vous avez la vis de butée pour quand ça vient toucher comme ça le pont. Et il faudra démonter chaque vis pour pouvoir sortir toute cette partie-là et accéder au bol derrière. Je vais nettoyer un petit peu tout ça. Bon, pour pouvoir faire le dégueulage, j'ai mis un bac en dessous, comme ça je vais récupérer la graisse usagée. Maintenant, je vais pouvoir m'attaquer à démonter les pivots. Là-dessus, j'ai du 14. Là, je m'aperçois que les ressorts, ils font un peu banane. C'est pour ça qu'il va falloir que j'achète des dropbox pour pousser un petit peu les tirants et revoir la géométrie du point vent. Le pivot supérieur, vous voyez, c'est ça la petite plaque dont je vous parlais, à pas venir abîmer. Et ici donc, on a le roulement. Même chose sur le pivot inférieur. Et voilà. Saloperie. Maintenant, la partie arrière à retirer. Donc à l'arrière, qu'est-ce qu'on a? On a toutes ces vis là à sortir. Là, ça va être du 12. La dernière à sortir, c'est la vis de butée de pont. Il ne faut pas la prendre à la tête, il faut la prendre à la base. C'est une douille d'une taille au-dessus, donc une 13. Donc là pareil, on la dévisse pour pouvoir retirer la demi-lune métallique du dessus et ensuite accéder aux deux joints qui doivent se trouver derrière. Ici on a un autre cerclage métallique à l'intérieur, deux autres joints qui viennent l'un dans l'autre. Je vais juste les laisser ici, comme ça je me souviendrai du sens de montage. Je vais pouvoir retirer cette pièce-là. Bon, madame qui vient vérifier l'avancée des travaux, si je fais du bon marquage ou pas. Et surtout qui vient me chercher pour le repas. Bon, maintenant on va manger. C'est parti. Les enfants sont couchés. Ça, je vais recharger la batterie de la caméra aussi. Bon, après un bon repas, on va pouvoir poursuivre. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rempli un petit pistolet avec de l'essence pour venir dégraisser la totalité des pièces. Bon, déjà que je puais l'huile, maintenant je vais puer l'essence. Bon, d'habitude, je porte des gants, mais là, j'ai plus de gants en latex. Faudrait que j'en rachète. Maintenant que c'est nettoyé, on y voit un peu plus clair. Donc là, on peut voir le joint speed pont dans le fond. Et ici, on peut voir au niveau des cages, des roulements de pivot, que c'est marqué. Les rouleaux sont venus marquer la cage. Pareil, ici, sur la cage du bas. Et là, en fin de compte, il va falloir faire sortir les petits caches, là, ici. Ces parties-là, donc, celle du haut, je vais taper. Elle va tomber à l'intérieur du bol. Et la cage, par contre, il faudra la taper de l'intérieur pour la sortir vers l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut commander les petits caches tout neufs, parce qu'ils viennent à la place de ceux-là qu'on va venir casser. Maintenant, je vais utiliser le marteau et le jet en laiton. Donc là, il suffit de le casser. Je vais faire la même chose en bas.
Maintenant, il va falloir réussir à faire sortir les cages. Là, par contre, j'ai peur qu'ils soient un peu gros parce qu'il faut vraiment venir prendre la bordure de la cage pour la pousser vers l'extérieur. À l'intérieur du bol, vous avez une petite encoche pour pouvoir placer le tournevis. Bon, changement de stratégie. Comme dirait un ami, quand ça ne va pas, il faut sortir l'outil de persuasion qui n'est autre qu'un démon de pneus. Donc là, j'ai réussi à le coincer dans l'encoche. J'ai l'impression que la cage est en train de venir. Et voilà, plus que celle du haut, le problème c'est que là, je vais pas avoir de recul pour pouvoir taper sur le démon de pneus. Bon, mon côté maçon n'étant jamais très loin, transmis par mon grand-père, je vais utiliser ici un burin. Il faut juste faire gaffe de bien se mettre dans l'encoche et de ne pas aller taper le bol, pour pas le marquer. Voilà, la bague du haut qui est elle aussi un petit peu marquée ici par les rouleaux. Maintenant que ça c'est fait, je vais essayer d'extraire mon joint speed pont. Là par contre, je sais pas s'il existe un outil spécial pour le virer. Mais bon, je pense que de toute manière, je vais le remplacer, donc je vais y taper dessus avec le tournevis. Là, je suis en train d'avoir le joint spi. Hop. Et voilà, joint spi de pont sorti. Je vais en profiter aussi pour nettoyer l'emplacement des cages pour les roulements de pivot, toutes les gorges. Il faut vraiment éliminer tous les corps étrangers. C'est bon, l'emplacement du joint spi est nickel. On va pouvoir le remonter. Maintenant, il faut trouver dans le kit le joint spi de pont. Pour moi, ça doit être celui-ci. Donc, il y a une armature en métal, là, une bague dans ce sens. Donc là, j'ai pas d'outil spécial pour aller l'enfoncer. Je vais essayer de le tapoter. Alors dans le kit, ce qui est pratique, c'est qu'ils sont déjà graissés. Donc on a dit avec la goulotte vers l'intérieur du pont. J'ai trouvé plusieurs douilles de tailles différentes. Ça, je vais pouvoir taper de façon uniforme contre le joint spi. C'est une 30. Et ça me paraît bien. Normalement, il est bien arrivé jusqu'au fond de la gorge. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre aussitôt ici les joints avec les cerclages métalliques pour être sûr d'être dans le bon sens. Ce qui est bien aussi, c'est que dans le kit, c'est déjà monté. Donc là, il y a 3 joints. Enfin, il y a un cerclage métallique et il y a 2 joints qui sont encastrés l'un dans l'autre. Il faut tout remettre dans ce sens-là. Le cerclage métallique vers vous. Ils sont passés. Le cerclage métallique avec la partie ici un peu bombée vers l'intérieur. Hop, voilà, comme ça c'est prêt pour tout à l'heure. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remonter les opercules, remettre les cages pour les pivots. Pour l'opercule, il va dans ce sens-là. La cage, elle va bien le côté plat contre l'opercule. Dans ce sens-là, le côté avec le joint et le creux vers le haut. Là maintenant, il va falloir changer le roulement du pivot, le neuf et l'ancien. Alors je me suis jamais servi de ce kit, donc on va voir comment ça fonctionne. Tac. D'abord, petit café quand même. Hop. Donc là, on pourra venir le prendre en sandwich, pile en dessous du joint, là, comme ceci. Revenir mettre les écrous contre. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on vient desserrer les écrous là. Il faut passer cet appareil-là. Après, cette vis-là, elle va servir à pousser contre le roulement. Et voilà. Maintenant que cette partie-là est nettoyée, je vais pouvoir mettre le nouveau roulement. Donc celui-ci. Nouveau roulement installé. Alors juste avant de remettre les roulements de pivot, il faut d'abord remettre cette partie-là. Donc là, je vais la nettoyer, la dégraisser. Parce qu'on peut voir son état, elle est vraiment sale. Maintenant qu'elle est bien nettoyée, je vais pouvoir remettre cette pièce-là. Donc là, elle va comme ceci, avec la partie pour venir fixer l'étrier ici. Je vais faire aussi l'intérieur ici de cette partie. Ensuite, je vais venir la remonter donc dans ce sens-là. On va pouvoir mettre les roulements de pivot. Celui du haut que j'ai au préalable graissé également avec ici la petite plaque en métal à pas oublier. Alors pour le couple de serrage, je vous avoue que je sais pas. Moi je vais resserrer en croix puis on verra bien. Bien qu'elle pénètre dans les rouleaux. Il faut également la plaque en acier. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir regraisser encore un petit peu. Là je vais brûler de graisse. Et derrière je vais m'occuper des joints avec le joint racleur, les cerclages métalliques. Maintenant au niveau de ces joints là, il faut qu'on y mette tout ça dedans, être sûr qu'ils soient bien rentrés de partout. C'est eux qui vont empêcher la graisse de sortir. Maintenant, j'ai nettoyé ici les demi-lunes en acier. Cette fois, j'ai pris une visseuse, mais pas à choc. La seule où il ne va pas falloir se louper, c'est la plus longue, c'est celle de butée. Et celle de butée, elle va selon moi en bas ici. Hop, la demi-lune du bas. Donc ça, c'est ce qui va venir maintenir le joint qui est derrière, pas qu'il sorte. Au final, c'est quand même long à faire. On n'a pas terminé encore et on n'a fait qu'un seul côté. Voilà, donc là j'ai remis les vis, je les ai toutes présentées. Celle de butée de pont, donc c'est la plus longue, elle va ici en haut, puisque là on peut voir qu'il y avait un marquage là ici au niveau du pont. Et là quand je la tourne, c'est elle qui vient faire butée. Donc là j'ai plus qu'à tout resserrer avec ça, remettre les rotules. Ensuite on s'occupe du demi-arbre. Là c'est une douille de 12. Donc là la rotule de direction, la rondelle. Avant de remettre la goupille, il va falloir serrer. Hop, histoire que ça puisse pas sortir. La rotule de la barre d'accouplement. Là, j'ai mon demi-arbre. Donc, je l'ai nettoyé avec la partie
homocinétique, là le joint homocinétique qui est ici. Je vais tout regraisser, il faut bien que ça aille dans les petites billes. Là, je vais faire tourner un peu, faire pénétrer la graisse. Et voilà, là on va pouvoir la réintroduire. Voilà, il faut trouver le bon cran, comme c'est dentelé. Hop, ça y est. Là, histoire d'y voir plus clair, je vais continuer de nettoyer un peu toutes les pièces. Le disque de frein, ma fusée, c'est tellement gras. Maintenant que le disque de frein est un peu plus propre, on peut voir ici qu'on a un joint spi qui commençait d'ailleurs à se détériorer. On a des petits bouts de caoutchouc qui traînent. Ici, on a un roulement, donc le roulement intérieur avec sa cage qui est derrière. Et là, on peut apercevoir la cage du second roulement qu'il va falloir chasser de ce côté-là. Faire la même chose en tapant ici pour sortir le roulement et sa cage. Je vais reprendre le jet en laiton. En dessous, on a réussi à extraire le roulement de roue avec ici le joint. Maintenant, il doit rester la cage qui se trouve ici. Vous avez pareil 2 encoches de chaque côté. Donc, il suffit de taper des 2 côtés. Voilà, il est sorti. Voilà, la cage. On retourne le disque pour extraire la cage du roulement intérieur. Ça y est. Là, on peut voir que c'est conique, toujours repérer le côté plat pour avoir le sens de remontage. Il y a de la graisse et des corps étrangers dedans. Je ne sais pas si vous les avez vus aussi tout à l'heure, mais là, on peut voir les 2 rainures rouges tapées. On passe le jet ici et comme ça, on peut chasser les cages. Il y a 2 encoches faites exprès. Je vais aller récupérer les cages qui sont au congélateur et on va essayer de les faire rentrer. Alors, dans l'ordre, c'était la plus grande derrière, dans le sens conique, avec le plat vers l'intérieur. Faut qu'elle puisse venir prendre appui ici sur le rebord, sur la butée. J'ai réussi à mettre la cage du roulement extérieur, la plus petite. J'ai réussi à le faire tomber jusqu'ici, jusqu'au rebord. Ça y est, les nouvelles cages des roulements sont en position. Maintenant, je vais juste en profiter pour nettoyer mon disque. Comme c'est un disque ventilé, voilà, pour chasser un peu toute la merde qu'il y a dans chaque petite ventilation. Ça, c'est à force de passer dans les bourbiers. Maintenant que ça c'est fait, il faut que je m'occupe de la fusée. Alors dans la fusée, vous avez ici un roulement, là une cage à aiguille, mais comme j'ai pas le matériel pour pouvoir l'extraire et la remplacer par une neuve qui aurait dans le kit, je vais laisser l'ancienne. Je vais juste bien la nettoyer avec du nettoyant frein. Il faut venir mettre ce joint là avec l'espèce de petit ressort vers l'extérieur. Là, il me semble correctement mis. Il est venu jusqu'en butée. Je vais mettre un peu de pâte à joint sur le champ ici de la fusée avant de la remonter. Le cache-poussière. Il faut mettre cette partie-là. Une douille de 14. Maintenant que j'ai graissé ici la cage et que j'ai graissé mon roulement, je vais pouvoir introduire le roulement. Ensuite, il va falloir mettre ce joint et il va falloir le mettre avec la simple gorge vers l'intérieur et la double gorge vers l'extérieur du disque. Comme ceci. Là, je vais la tapoter sur la partie métallique pour la faire entrer. Ensuite, je remonte mon disque. Je vais graisser le second roulement et après, je vais l'introduire dans le sens conique. Et maintenant, on va pouvoir remettre les bagues pour venir le serrer. Là, comme j'ai pas l'outil pour venir serrer au couple, je vais la serrer au maximum pour écraser le roulement. Ça va me bloquer la roue et ensuite, je vais desserrer un petit peu. De toute manière, comme j'ai changé tous les roulements, il va falloir faire un petit rodage, faire quelques kilomètres avant de reprendre le serrage. Je vais pouvoir desserrer un petit peu. Il faut mettre cette bague-là avec les 2 petits ergots qui vont venir dans les rainures à l'horizontale. Maintenant, il va falloir réussir à mettre ces 2 petites vis dans cette bague. Ensuite, j'ai cette bague là à mettre avec ici une partie avec des aiguilles. Ce qui compte, c'est de voir toujours la première encoche qui est là pour pouvoir mettre cette bague là qui va maintenir l'ensemble. Ah, rentrer dans le doigt. Pas la dextérité nécessaire. Hop, et bon. Elle est passée. Maintenant, je la pousse jusqu'au bout. Elle est dans la gorge et elle maintient l'ensemble. Je mets un tournevis dans les rainures du disque pour le maintenir, qu'il ne tourne pas, et je vais pouvoir tout resserrer. Maintenant que j'ai monté mon moyeu, je vais pouvoir refixer ici le support de l'étrier. Au préalable, je l'ai nettoyé, une douille de 24. J'ai dégraissé aussi les plaquettes avec du nettoyant frein pour pouvoir les repositionner. Les languettes qui viennent les retenir. Hop. Je vais pouvoir détacher mon étrier et le nettoyer. Et voilà, l'étrier de frein est refixé. C'est un gros coup de nettoyant frein sur tout le disque. On va pouvoir remettre la roue. Et voilà.
tout de suite, je vais vous présenter ce que contient le kit. Alors au niveau du kit, on va retrouver les LED avec le couvercle jaune. Moi je les ai pris en jaune puisque c'est préconisé dans les milieux enneigés, sablonneux, poussiéreux. Ça évite d'avoir un halo blanc et d'être ébloui. La deuxième LED, elles sont assez petites, carrées. Elles vont bien trouver place en haut du capot. Ici, des couvercles de protection à clipser directement dessus pour pas les abîmer par exemple avec des branches dans un chemin vraiment trop étroit. La partie faisceau avec pas mal de longueur, les fiches pour brancher les LED, l'interrupteur pour mettre dans l'habitacle, le positif, le négatif pour la batterie, le tout protégé ici par un fusible. Au niveau des fixations, il propose des fixations où il va falloir percer. Si vous voulez les installer sur un pare-choc, bah là il n'y aura pas de problème. Mais comme moi je ne souhaite pas percer mon capot pour éviter la rouille, je ne vais pas les utiliser. Heureusement, il propose également ce genre de fixation qui vient prendre ici le capot en étau grâce à toutes les petites vis qu'on va venir resserrer. Et c'est un modèle d'attache rapide où on va pouvoir déclipser, reclipser les LED facilement et toujours laisser les supports sur le capot. Donc moi je vais utiliser celle-ci. Tout de suite, je vous propose qu'on passe à l'installation. Alors il va falloir mettre quand même ces supports là sur les LED. Donc on a ici les pas de vis de chaque côté. Il faut trouver la clé Allen avec les petites vis. Alors au niveau de l'installation, j'en ai déjà monté une pour voir comment ça fonctionnait. Ici vous voyez, vous avez un bouton poussoir. On appuie dessus et on peut décrocher la LED. Donc on va faire la seconde ensemble. Donc là je prends mon attache étau qui va venir sur mon capot. Je prends cette partie là, la plus fine, que je mets dans ce sens là avec la petite butée là en face de l'entrée de l'étau. Là il faut mettre la plus petite vis avec la rondelle anti-desserrement. Voilà, je serre au maximum. Ensuite ce qu'il faut faire c'est prendre cette patte là, la seconde partie du support. Ensuite une clé de 14, une clé Allen et on vient serrer ça à fond. Ça va se monter comme ceci. Voilà. On déclipse. Plus qu'à monter cette patte là sur la LED. De chaque côté vous avez des pas de vis. Donc pareil le côté profilé dans le sens du côté profilé de la patte. Là vous prenez les deux petites vis avec pareil la rondelle anti-desserrement. Pareil de l'autre côté. Et voilà, la LED elle est montée et on peut l'incliner pour éclairer plus ou moins haut. Maintenant que les LED elles sont montées sur les supports, il va falloir ici dévisser toutes les petites vis avec une toute petite clé Allen pour pouvoir faire passer le capot à l'intérieur. Ici, je laisse la plaque dans le fond. Là, il y a un petit support caoutchouc pour pas venir abîmer le capot et on va pouvoir l'installer. Maintenant, on va passer à l'installation sur le capot. Je vais d'abord l'ouvrir. Ensuite, je vais placer la LED où je veux la placer et resserrer chacune des petites vis par le dessous. C'est quand même bien pratique ce système où il n'y a pas besoin de percer. Et voilà, ça bouge plus. Là, je vais faire passer la fiche à l'intérieur et je vais faire la même chose de l'autre côté. Bon, du coup là je suis en train de brancher le faisceau, comme vous pouvez le voir il y a pas mal de longueur. Je viens de brancher mes cosses négatives, positives. Ici j'ai mon fusible. Là j'ai un relais que j'ai fixé sur le petit écrou là. Maintenant je vais pouvoir brancher les LED avec ces deux fiches là. Ça c'est mon petit bouton qu'il va falloir que je fasse passer à l'intérieur pour qu'il aille dans l'habitacle. Ça m'a l'air quand même bien protégé, bien étanche. Il faudra juste que je fasse passer tout ça propre avec des Colson. Juste ici j'ai vu un petit trou dans mon tablier, je vais faire passer l'interrupteur. Normalement je vais pouvoir le rattraper par ici. Pour ensuite le fixer quelque part sur le tableau de bord. Bon bah finalement elles tiennent quand même plutôt bien. J'ai pris quelques bosses. Ça bouge pas même avec le vent. C'est bien fixé. Ça a l'air assez puissant. J'ai vraiment hâte qu'il fasse nuit là pour essayer. Ça y est, il fait enfin nuit. Ah, il y a un petit lapin là-bas. Je sais pas si on le voit. Je vais allumer justement les LED. On peut voir que ça éclaire vraiment bien. Il y a juste celle-ci qu'il faut que je règle. Elle éclaire trop rond.
En effet, j'ai les croisillons de l'arbre de transmission arrière qui sont complètement foutus, donc il va falloir qu'on les démonte et ensuite qu'on les change. On va prendre la lampe pour y voir quelque chose. Nous voilà sous le Patrol et là on peut voir que le croisillon a du jeu. Il est complètement sec. Pareil à l'arrière. Et ici, le nouveau croisillon, avec dans la petite pochette les serre clips et le graisseur qui est dedans. C'est parti pour essayer de le sortir maintenant que le WD-40 a fait son action. Bon, finalement, ça s'est bien dégrippé. Plus que les 3 à faire. Avec un peu de patience, j'ai réussi à défaire le dernier. Donc là, les 4 sont défaits. Je vais au marqueur, donc c'est pas pratique le marqueur, je sais pas si ça va bien se voir, mais je vais me faire un repère ici et ici, comme ça je sais dans quel sens le remonter. C'est pas hyper pratique avec le marqueur, il faudrait de la peinture blanche, et on pourrait même en faire ici. On va également pouvoir démonter l'arme côté pont, alors là c'est du 17 à l'arrière, c'était du 18 à l'avant. Par contre là, il y a un écrou derrière, donc il faut mettre une clé de 17 pour venir le bloquer et en même temps dévisser devant. Et de 1. Hop, le deuxième. Et pourquoi j'ai fait des repères sur l'arbre? C'est parce que les arbres de transmission sont équilibrés. Donc si vous ne voulez pas avoir des tremblements en remontage, il faut les remonter exactement comme ils ont été montés. Je vais essayer de le décoller tout doucement. Je vais remettre un coup de WD-40. Ça y est, j'ai réussi à le sortir. La solution, c'est juste qu'il fallait changer de marteau. Donc là, j'ai tapoté sur les côtés. Ça a décollé la rouille et j'ai pu le sortir. À mon avis, il va falloir faire pareil parce que ça a dû coller aussi avec la rouille. Et voilà. Ça y est. Arbre démonté. Là, il faudra bien au remontage nettoyer les champs ici pour pas que la rouille se remette. Pareil côté du pont. Voilà l'arbre de transmission qui est sorti. Et là, on peut s'apercevoir du problème. Ici, il m'a l'air encore bon. Je vais peut-être le nettoyer et juste le regraisser. Et c'est vraiment très dangereux de rouler avec un croisillon comme ça défectueux, puisque si l'arbre venait à casser et que par exemple vous êtes en pleine charge sur l'autoroute, le véhicule peut carrément se retourner. Ça va venir taper un petit peu partout, découper le plancher, casser les boîtes, enfin c'est vraiment dramatique. Donc dès que vous avez du tremblement, un petit jeu dans les croisillons, pensez à les changer. Pensez également, si vous faites du tout-terrain comme moi, à passer dans les bourbiers, à le graisser à chaque sortie. Moi c'est ça que j'ai pas fait et à mon avis c'est ça qui l'a endommagé, en plus aussi de ma réhausse, puisque forcément quand les véhicules sont rehaussés et que les arbres sont d'origine, l'angle il est trop accentué, donc ça force davantage sur les croisillons. Première étape du démontage, il va falloir enlever les 4 clips qui se situent à l'intérieur. Sur certains modèles, les clips sont à l'extérieur, mais moi sur le Patrol, c'est à l'intérieur, donc il y a les 4 clips à sortir. Pour se faire un tournevis plat, on vient sur le clips et un coup de marteau sec. Là, on peut voir que sous le joint, j'ai même la cage à aiguille du croisillon qui est cassée. Il est là. Un clips d'enlever. Vous voyez ici, il y a la petite gorge avec le clips qui est oxydé. C'est lui qu'il faut chasser. Voilà. Les 4 clips sont enlevés, on va pouvoir aller à la presse et appuyer sur la tête des cages à aiguille, enfin de celle-ci, pour la faire sortir en dessous. Et pareil, ici, appuyer, ça va sortir en dessous, ainsi de suite sur les 4. Et heureusement, j'ai Sébastien de SR Distribution qui m'avait envoyé cette presse-là. Il m'avait également envoyé le compresseur qui est au bout de mon atelier. Donc encore un grand merci à lui. Et si vous cherchez de l'équipement pour vos garages, que vous soyez professionnel ou particulier, n'hésitez pas à contacter Sébastien. Je vais quand même noyer tout ça de WD-40 aussi. Cela vu comment ça va être grippé. Ensuite, le levier pour la presse. Faut que je regarde parce qu'il y a un levier où ça descend vite et un levier où ça descend doucement. Ça va être celui-ci le plus rapide. Voilà. Je vais déjà l'approcher. Il faut qu'en dessous, il y ait du vide. Donc moi, avec la platine ici de la presse, c'est bon. Parce que quand vous allez pousser ici, bah forcément l'autre cage, elle va sortir du côté opposé. Donc l'idée c'est de venir à plat dans l'axe, poser la douille. Bon, j'ai été mettre des lunettes parce qu'avec la pression dans la presse 20 tonnes, on ne sait jamais. Au moins on teste la solidité des douilles Work Pro. Là je peux déplacer le vérin avec le plateau.
Bon, je pense que j'ai réussi à caler un petit peu mieux l'arbre. Ouais, c'est bon, c'est en train de sortir. On va pouvoir relever le vérin. Là, c'est vraiment l'histoire de réussir à caler correctement l'arbre pour pousser au plus droit possible. On peut voir que tout est oxydé, il n'y a plus de graisse. Par contre, il y avait bien toutes les aiguilles quand même. Maintenant que cette cage-là est sortie, il faut pousser ici pour sortir cette cage-là par l'extérieur. Maintenant, je vais essayer de sortir le croisillon de ce côté-là. Je vérifie juste qu'il n'y a rien qui gêne et que c'est calé correctement. Là, on peut voir qu'il a bougé puisqu'il est venu à fleur. Donc là, il faut que j'arrive à trouver quelque chose qui repose ici et ici pour laisser un vide là qui puisse sortir. C'est surtout ça qui est chiant, trouver une bonne cale. Après, il y a peut-être des cales qui sont faites exprès pour faire ce genre de travaux. Voilà. Là, il est sorti. Tac. Une bonne chose de faite. Bon, là, je pense que je me suis foiré. Ce que j'aurais dû faire, c'est pas sortir la cage totalement, la remettre dans l'œillet, pousser de ce côté-là et la sortir avec la presse. Donc, ce que je vais faire, tout problème a sa solution. Donc, pour le moment, je vais disquer ici la cage à aiguille. Comme ça, je vais pouvoir sortir le croisillon. Mais je pense que je n'utilise pas la bonne technique. Si vous avez une autre technique, dites-le moi en commentaire. Là, j'y suis presque. Ça y est. Maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'avec du papier de verre 120, je vais nettoyer ici tous les œillets pour ensuite pouvoir installer le nouveau croisillon. Et voilà. Maintenant, il va falloir installer le nouveau croisillon. Déjà, je vais commencer par mettre ici le graisseur dans le pas de vis. Je vais le serrer à la pince. Là, il faut faire super attention, c'est de ne pas faire tomber les aiguilles qui sont dans les cages. Là, il faut réussir à la rentrer jusqu'à temps qu'on voit apparaître la gorge dans laquelle va venir le cerclips. Ça y est, le cerclips, il est passé. Il est juste ici. Et vous voyez, je suis descendu trop bas. Parce que normalement, cette partie-là devrait être plus haute dans l'œillet. Donc là, il va falloir que je pousse de l'autre côté. Voilà, jusqu'à... Là, je le mets en contact avec le cerclips. Voilà. Ça y est, là, je dirais qu'il est dans sa gorge. Maintenant, il va falloir qu'on assemble les deux. Là où il y avait l'écriture côté tambour, j'avais ici un plat, alors que là, j'avais un creux dans ce sens-là. Donc, je sais qu'il va comme ça. Alors là, c'est vraiment du grand Mendes. Parce qu'il faut réussir à caler l'arbre comme on peut. Il faut que je mette une cage par en dessous. On se rejoint. Ensuite, sans faire tomber les aiguilles, je viens mettre mon croisillon, la cage au-dessus. Donc là, a priori, il coulisse bien, donc je n'ai pas fait tomber d'aiguille. Je vais venir approcher la presse. Là, il faut regarder en dessous, quand on peut voir la rigole pour le cerclips, la petite gorge. Hop. Là, ça y est, je vois ma gorge. Je vais pouvoir passer le cerclips. On va faire l'autre côté. Et voilà, un croisillon tout neuf. Pas de point dur. Avant de remonter l'arbre, je vais juste mettre un petit coup de brosse métallique. Pareil côté du pont. Alors maintenant, on va pouvoir refixer l'arbre de transmission. Donc déjà, je le remets dans le même sens. Moi, j'avais l'écriture en haut. Donc il va comme ceci. Donc là, côté du pont, j'ai mis une vis. Comme ça, il ne tombe pas. Et on va pouvoir remettre les goupilles anti-desserrement avec les écrous. Et faites attention également, c'est à bien caler le véhicule et à le faire sur un sol plat. Parce qu'il me semble que le frein à main, il est pris dans ce boîtier. Donc si j'enlève l'arbre, j'ai plus de frein à main à l'essieu arrière. Et bien sûr, il faudrait que je graisse le croisillon. L'autre également est l'arbre de transmission. Mais là, j'ai commandé une pompe à graisse sur Amazon. Je ne l'ai pas encore reçue. Hop. De ce côté-là, c'est fait.
On est quelques jours plus tard, je vais l'incorporer dans le montage de la vidéo, mais je viens de recevoir ma pompe à graisse. J'avais pris avec un embout qui me paraissait vachement bien. Le problème c'est qu'il est trop large pour atteindre le graisseur du croisillon. Donc je vais juste interchanger les têtes, mettre celle-ci et on va aller sous le patrol graisser le croisillon. Donc là avec le petit embout, je vais appuyer juste ici sur la petite bille au bout du graisseur. Comme ça il rentre dedans et là il n'y a plus qu'à pomper. Et là on remplit. Il faut que la graisse puisse ressortir à travers les petits caoutchoucs du croisillon. Là comme ça devrait suffire.